Bonjour à tous et bienvenue sur le site de l'AFPOLS pour un nouvel entretien de Parole Libre où il est question chaque mois, grâce à nos invités, des experts et acteurs de l'habitat, d'explorer, d'éclairer les nombreux sujets, les nombreux défis auxquels sont confrontés les bailleurs sociaux, aussi les transformations à venir avec un exercice très utile de prospective pour lequel, par exemple, on s'en souvient, l'AFPOLS s'associe à la revue Futurible. Nous vous remercions au passage d'ailleurs de votre fidélité, vous tous qui êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à relayer ces échanges, comme en témoigne d'ailleurs le moniteur de ce mois-ci. Nous accueillons aujourd'hui une urbaniste, Cécile Bouclet, que je salue, conseil en stratégie locale de l'habitat auprès des bailleurs et des collectivités locales. Vous êtes spécialiste, Cécile Bouclet, des marchés de l'habitat, des enjeux locaux, d'aménagement des territoires, et c'est de cela que nous allons parler avec vous avec un titre assez vaste et assez ambitieux, on va voir, les politiques de l'habitat à la croisée des chemins. C'est en effet votre analyse sur l'état du logement que l'on aimerait bien avoir, l'état du logement en France aujourd'hui, comment est-ce que on s'adapte aux politiques de l'habitat, au sortir de crise, évidemment, que nous avons connu très récemment, et sur le rôle aussi que peut apporter le mouvement HLM, bien sûr, dans l'offre des logements abordable. Vous le voyez, vaste programme. Et je voudrais m'arrêter sur ce terme de crise, car vous m'avez déjà dit en préparant cet entretien, au fond, depuis le temps que vous travaillez sur ces questions, on vous parle de crise. Exactement. En réalité, on a l'impression de vivre une succession de crises. Alors, est-ce que celle-ci est plus importante que les autres ? En fait, on peut vraiment se poser la question. Ce qui est clair, c'est qu'il y a là des indicateurs un peu préoccupants qui vont probablement avoir des effets bloquants. On pense tout de suite au relèvement des taux d'intérêt qui vont, d'une certaine manière, sur le marché dans son ensemble et surtout sur le marché de l'accession, mais en tout cas, probablement freiner. On l'entend beaucoup, c'est l'actualité de ces temps derniers. Et du coup, on voit bien qu'on va là avoir une couche supplémentaire à la crise, mais à force de parler de crise sur 30 ans, en réalité, on peut se poser la question de est-ce que c'est pas toujours un perpétuel réajustement qu'il faut prendre en compte, se poser la question des marchés, se poser la question des besoins aussi, et le marché finalement, est-ce qu'il répond finalement à une demande jusqu'au moment où on vend, finalement, tout va bien, ou bien est-ce que ce sont plutôt les besoins qu'on prend en considération ? Oui. Et à ce moment-là, quels sont les effets, les besoins de régulation qu'on peut avoir en tête ? Oui. Et on les a pas toujours. C'est peut-être là-dessus qu'on va insister d'ailleurs, c'est un point important à vos yeux. Vous parlez d'actualité, effectivement, on entend parler une fois de plus des difficultés dans l'absence, le manque de construction. On a les avertissements du MEDEF très récemment encore, selon lequel les mots sont quand même assez forts. La crise du logement devrait être inscrite car il y a vraiment une urgence comme grande cause nationale. Il faut aller jusque-là. Où est le blocage aujourd'hui au fond ? C'est cette question des combien de ménages ont vraiment la capacité aujourd'hui d'acheter dans le contexte où nous sommes de relèvement des taux ? C'est là que ça se passe pour vous ? C'est un point de départ en effet. Ouais. Avec le relèvement des taux, on l'entend en fait, les ménages vont perdre une capacité d'acquisition au prix où on a sorti les logements. Et on se rappelle quand même que là aujourd'hui les taux se sont relevés, mais il y a peu de temps en arrière, ils étaient très bas, et que ça a été aussi à ce moment-là une occasion de peut-être de s'engouffrer, je ne sais pas, mais en tout cas de se dire finalement on peut vendre un peu plus cher puisque les taux sont bas, donc les ménages ont cette capacité. Donc là d'un seul coup les taux augmentent, on a une moindre capacité, et on se retrouve avec un marché un peu surcoté. On l'a vu. Les prêts à taux zéro n'y ont pas accès, ce sera. Le prêt à taux zéro, en tout cas dans tous les secteurs métropolitains où on va être au moins 5 000 € du mètre carré, je parle pas de la métropole parisienne, mais en réalité ça empêche toute personne éligible à un prêt à taux zéro d'acquérir dans le neuf. Et ça freine aussi l'acquisition des investisseurs parce qu'au fond, on va pas avoir une bonne rentabilité à acheter trop cher dans le neuf. Et du coup, ça freine aussi la mise en marché de logements locatifs privés issus de la défiscalisation. Donc, il y a une augmentation des prix et on n'oublie pas non plus que dans la production de logements,
les organismes HLM sont aussi dans la vague finalement de cette production privée, puisque aujourd'hui on a quand même l'essentiel de la production dans les zones métropolitaines tendues qui provient de la mise en vente en état futur d'achèvement, les VFA, qui représentent une part finalement importante de la production des logements. C'est pas le cas partout en France, mais en réalité c'est ça qu'il faut souligner. Oui, on sait qu'on a déjà contracté les surfaces, mais là ça va encore un petit peu plus loin, on va perdre encore un peu plus avec les taux qui montent. Alors, c'est le risque. C'est le risque, en fait, d'une dégradation de la qualité du logement à prix égal. C'est-à-dire qu'il va falloir se contenter de moins. Mais dans les ménages, en fait, ils sont déjà habitués à ça. Les prix avaient augmenté. Donc, on fait plus de colocation. On prend un système de logement qui est peut-être moins satisfaisant, un peu plus loin. On fait des kilomètres. Donc, en réalité, cette adaptation-là, les ménages, ils sont obligés de le faire constamment pour rester dans une enveloppe budgétaire qui est quand même, je regardais des données de l'INSEE qui sont pas toutes jeunes, mais on est autour de 20% quand même du taux d'effort moyen des Français. Alors quand on est propriétaire, on va à 30. Les banques aujourd'hui vous disent qu'elles de toute manière, elles ne dépasseront jamais ça, même si on a un reste à vivre supérieur. Donc on voit bien que là, il y a un système, le système en fait de financement, de prise en compte finalement de ce besoin, il se bloque, il se tend en tout cas un peu. Oui, en fait, cette offre est de plus en plus déconnectée des capacités des ménages. Oui, et ça fait longtemps, on pouvait se demander quand même quand on voyait les prix, on voyait, allez hop, plus 500 €, plus 1000, d'un seul coup, quand on regarde dans les métropoles, ça se répand, les prix augmentent un peu partout, donc après, on va aller un peu plus loin chercher son bonheur, mais on voit bien qu'à un moment, finalement, ces prix-là, ils s'adressent à une fraction très petite de la population. Si vous n'avez pas un parcours d'accession précédemment, ou s'il n'y avait pas une grand-mère qui vous donne une petite mise de départ, c'est impossible. Alors, attention à un discours trop général, je crois que vous tenez beaucoup à le préciser, vous l'avez déjà dit. On parle peut-être de manière trop globale. Trop globale. Alors, parce que moi, je me méfie toujours de ça, parce que ma pratique, en fait, m'amène à travailler dans des territoires dits détendus ou moins tendus, parfois carrément dépressif, il faut bien dire, mais globalement, on s'aperçoit qu'on ne peut pas dire que la crise du logement soit généralisée, parce que la crise de la promotion, elle est là où les promoteurs vont. Dans bon nombre de territoires, les promoteurs, on les cherche. On aimerait bien avoir une offre de logement un peu renouvelée, un peu urbaine, mais en réalité, là, on a des niveaux de marché qui sont sensiblement plus bas, donc mieux adaptés aux ménages, mais qui, du coup, ont l'écart entre le neuf et l'ancien est quand même plus difficile, on va dire. Le marché est moins évident pour les promoteurs, donc on ne les voit pas. Oui, avec des effets nouveaux quand même, que l'on peut peut-être rapprocher des crises récentes. Là, je pense notamment au Covid, mais je pense peut-être même à des comportements un peu différents. On va y revenir, même sur le plan sociologique, démographique. Il y a les zones, par exemple les zones littorales, où il se passe des choses, et où il va se passer des choses encore plus importantes, mais qu'on observe déjà. C'est votre point de vue. Alors, on les observe. Alors, c'est vrai que la crise sanitaire... Ça, c'est nouveau, tout de même. Voilà, enfin, on en parle aussi beaucoup. On commence à le lire dans les statistiques. On voit bien qu'on a une augmentation de la population sur tous les secteurs littoraux, rétro-littoraux. Ça amène une crise. On s'aperçoit qu'on produit beaucoup de logements, qu'on produit des logements dont une partie est captée pour de l'habitat résidentiel secondaire. Donc ça veut dire qu'en réalité, dans la masse de construction qui se font, il y en a une partie qui vont vers le logement secondaire. Donc c'est une réalité aussi qui amplifie le problème du prix, parce que les gens qui achètent en secondaire, ils ont moins de problématiques de budget en réalité. On parle de quelle zone là ? La côte basque, je crois, est très la côte basque est déjà fortement touchée et commence à se poser la question d'outils de régulation justement pour freiner. J'ai entendu aussi du côté de la Bretagne dire il fallait réserver la production de logements à des ménages qui pourraient, par exemple, montrer qu'ils habitent ici, qu'ils habitent le secteur depuis au moins 3 ans. Enfin, ce sont des systèmes qui montrent que, pour l'instant, c'est anticonstitutionnel. On ne peut pas empêcher un promoteur de vendre à quiconque. Mais la Corse, je crois, vous travaillez actuellement. La Corse, c'est la même chose. En fait, on a 70% de la construction captée par les résidences secondaires. Donc, évidemment, ça renforce encore le problème, d'autant que c'est aussi des secteurs où on a moins de logements locatifs. Historiquement, on n'a pas eu de zone d'aménagement prioritaire, de zone d'urbanisation prioritaire. Donc, on part d'un point de départ où le locatif social est moins présent, le locatif privé n'est peut-être pas suffisamment, on est encore dans un monde de propriétaires.
Et on ne parle pas de l'immobilier dit de loisirs avec tous les logements. Oui, alors maintenant, en fait, il n'y a pas tellement de différence. Ouais. On ne fait plus de l'immobilier de loisirs spécifique. Un logement, c'est un logement. Les promoteurs adaptent finalement les typologies. Et on peut l'occuper de manière permanente ou de manière ponctuelle. Donc, en fait, c'est un contexte très global. Alors, ce qu'on peut dire dans les effets positifs, quand même, c'est que on a commencé à constater des baisses de prix sur le marché de la revente. Ça, les promoteurs ne pourront pas le faire, baisser les prix sur le neuf, mais sur la revente, en tout cas, ça a un impact. On a vu qu'à Paris, enfin, entre guillemets, on avait quand même une petite baisse. Alors, il y a aussi des effets de régulation, d'autorégulation du marché, mais pour ce qui arrive en neuf, ça reste compliqué. Alors voilà pour l'état des lieux à ce stade et à ce jour. Cet objectif des 500 000 logements, Cécile Bouclet, que vous entendez là encore depuis pas mal de temps, ça fait une douzaine d'années, je pense, on est avec ça. Ouais. Et qui est encore, là, on parle de l'actualité, on parle de lettres récentes, je ne sais pas si le MEDEF s'y réfère, mais il y a d'autres entretiens, pas mal d'interviews là, ces jours-ci qu'on entend, et toujours ce chiffre, un peu comme un mantra qui revient de 500 000 logements. Or, vous faites partie de ceux qui pensent que ça n'est pas démontré, en tout cas, que c'est ce besoin-là. Aujourd'hui, en tout cas, on peut toujours dire qu'on a besoin de 500 000 logements, mais quand on regarde les évolutions démographiques, on a quand même une baisse significative, un tassement de la croissance démographique. On a un impact quand même du vieillissement, donc on prend bien en compte en général, mais dans l'évolution de la structure des ménages, c'est un des gros besoins, le besoin de desserrement. Mais quand on vieillit, on peut avoir besoin d'un autre logement mieux adapté, mais pas d'un deuxième logement. Et au fond, dans cette équation-là, j'ai eu à faire le calcul dans des territoires où on avait déjà 30% de personnes de plus de 60 ans. On avait fait la distinction justement de l'évaluation des besoins en mettant de côté, entre guillemets, les personnes âgées, parce que finalement, la réduction de la taille des ménages pour les personnes âgées, c'est qu'il y a un des deux qui est parti. Et en fait, on considère toujours, en le mettant dans le paquet global, d'une certaine manière, on surestime. Et puis, je pense que donc on est dans une certaine surévaluation. La croissance démographique est plus la même, c'est pas grave, mais en tout cas, c'est plus la même. Quel serait votre chiffre ? 500 000, c'est trop. En réalité, quand on fait les calculs même d'un minimum, un point mort, on va dire, on serait à au moins moins la moitié, on va dire, autour de 250 000. Il y a une considération, à mon avis, qui est essentielle et qui est insuffisamment prise en compte en général, c'est la question du renouvellement. Ça a été bien clair dans le cadre du renouvellement urbain, par exemple, où là, on a vraiment parlé de renouvellement de parcs de logements, on a démoli, on a reconstruit. Mais par contre, c'est vrai aussi de l'ensemble des marchés, et ça, probablement, que c'est insuffisamment pris en compte dans les politiques. Donc, en réalité... je pense que 500 000, c'est un peu beaucoup. Je pense qu'autour de 350 000, 400 000, on serait sur un bon rythme. Et c'est d'ailleurs le rythme qu'on a constaté des 10 dernières années et même un peu au-delà. Après, la question, c'est quel logement on fait ? À quel type de besoin ça répond ? Parce que le chiffre global, comme ça, encore une fois, j'ai pas envie d'aller me battre sur le chiffre des 500 000. Ce n'est pas combien on produit, c'est plus la manière dont on produit que vous souhaitez mettre en avant. Et pour qui, finalement, à quel type de public on va s'adresser ? Parce qu'en fait, il serait quand même un peu de temps de considérer les 80% qui ont besoin, on va dire, d'un marché régulé et les 20% qui peuvent accéder au prix de marché tel qu'il se décline dans les métropoles, ils auront moins de difficultés, on va dire, à se loger que tous les autres. Et c'est bien 80% et c'est pas, c'est une masse c'est quand même l'essentiel de la population qui est contrainte dans ses revenus, en fait. Donc, Mais alors, pour parler des zones tendues, vous l'avez bien dit, vous travaillez beaucoup sur les zones détendues, mais évidemment, vous avez une vision d'ensemble du marché. De quoi a-t-on besoin dans les zones tendues ? Si on vous comprend bien, c'est peut-être le locatif qui n'est pas assez représenté ou qui est... En fait, on a une référence commune avec la loi SRU. Alors, on va un petit peu plus loin en Ile-de-France avec le SDRIF qui demande que 30% de logements sociaux au moins fassent partie de la programmation. Donc, on est sur une référence 20, 25, aller jusqu'à 30%. Et en fait, aujourd'hui, je faisais un petit calcul au regard de la demande exprimée auprès du monde HLM. On a à peu près 1,5 million de nouvelles demandes. 2 millions si on intègre les mutations. Mais les mutations, les mutations, elles trouvent de la place. Enfin, c'est un système de fluidité dans le parc.
1,5 million, en réalité, si on voulait avoir un impact fort, il faudrait faire 150 000 logements locatifs. Et comme ça, on se dirait, au bout de 10 ans, bon, ce ne serait pas le cas, mais au bout de 10 ans, on a une offre de logement complémentaire, importante, qui est venue alimenter le marché. On en fait la moitié, en fait. Ouais. Donc, on a une réalité en locatif social qui est vraiment qui est dans une vision très globale et mathématique comme ça. On fait une règle de 3 un peu basique, ce que je me refuse à faire, bien sûr. Mais au fond, c'est de se dire on aurait besoin de davantage, mais encore une fois, gare à la globalisation, parce que si on allait faire ce genre de réponse dans des territoires détendus où on a déjà un parc social important, on ferait une erreur, parce qu'on construirait des logements qui conduiraient d'autres à de la vacance. Ça, on l'a constaté plein de fois. C'est vrai sur le parc HLM, c'est vrai aussi sur le parc privé. Le nombre, dans la période où on a construit presque 400 000 logements, là, en moyenne, mais on a une augmentation importante de la vacance, sur lequel on peine à agir, parce qu'en réalité, c'est un renouvellement. Je disais tout à l'heure que le renouvellement était insuffisamment pris en compte, mais cette production de logements qui conduit certains logements un peu obsolètes, il faut dire, à de la vacance, ça, c'est une première réalité. Et le parc des résidences secondaires, encore une fois, cette attractivité de cette ruée vers l'ouest, comme ça avait été intitulé plusieurs fois. Le Monde, je crois, avait fait un article et une conférence là-dessus. Alors justement, revenons un peu sur ces comportements, et là on ne parle pas de crise à proprement parler, mais vous avez cité le vieillissement, les comportements que l'on observe maintenant, réduction de la taille des ménages, etc. Parlons un petit peu des jeunes, il en a déjà été question ici dans Parole Libre. Les comportements cette fois des jeunes célibataires ou jeunes ménages, est-ce qu'on est si sûr qu'ils souhaitent tous être propriétaires par exemple ? Compte tenu des évolutions, on est dans l'après-Covid, on est dans l'augmentation du télétravail, on est dans également beaucoup de changements. Dans une carrière, aujourd'hui, on peut avoir plusieurs métiers et donc changer de résidence aussi. La question des jeunes dans les politiques de l'habitat, ça a toujours été compliqué parce que c'est une demande assez volatile, elle reste pas longtemps. Alors c'est anti les bailleurs publics comme privés d'ailleurs ont horreur de ça, donc ça bouge tout le temps. Et puis elle est potentiellement moins solvable quand même. Cette mobilité, tout ça, c'est une espèce d'incertitude. Et du coup, on n'a quand même pas trop de réponses. C'est encore aujourd'hui difficile, par exemple, de recréer des nouvelles résidences dédiées aux jeunes, parce que tout ça est extrêmement normé. Et cette demande qu'on évoque, et que probablement la crise sanitaire a quand même pas mal augmenté, on a quand même plein de comportements, une volonté en tout cas de ne pas se projeter aussi loin, une volonté de mobilité plus grande, mobilité résidentielle, mobilité professionnelle. Et cette réalité-là autour d'un logement plus agile, c'est un sujet qu'on avait d'ailleurs évoqué à un moment dans nos réflexions autour d'un projet du manifeste des territoires détendus. On avait parlé d'un logement comme un service. Et en réalité, on n'a toujours pas cette offre-là. C'était quelque chose qui nous venait de Suisse, de mémoire. Mais pour la jeunesse, comment elle se débrouille aujourd'hui Alors, est-ce que c'est toute la jeunesse, je me garderais bien aussi de mettre tout le monde dans le même sac, comme les personnes âgées, c'est pas une masse unique. Pour les jeunes, il y en a en tout cas un certain nombre qui bidouillent. Ils font des colocations plus ou moins organisées, ça plaît plus ou moins aux propriétaires bailleurs, mais finalement le monde HLM il n'y est pas forcément, il y est ponctuellement, mais pas forcément. On va accepter des conditions de vie pas agréables, on va être longtemps hébergé. Les tanguis, on rigolait des tanguis, mais il y en a quand même beaucoup, qui s'en vont, puis qui reviennent chez les parents, et en fait, ils s'arrangent avec quelque chose de beaucoup plus précaire, ils se projettent certainement pour une partie en tout cas beaucoup moins sur un parcours résidentiel tel que j'ai pu le connaître, pour prendre juste... Et peut-être aussi l'impact la prise de conscience écologique, des difficultés aujourd'hui à vivre, peut-être moins envie de consommer, d'être propriétaire, de s'installer. Voilà, ça a moins de sens. Aussi, oui. Et puis la perspective, comme il croit peut-être moins à la retraite, il croit moins aussi, qu'est-ce que vous voulez penser que dans 50 ans, compte tenu de tout ce qui va nous tomber sur la
tête d'ici là, est-ce que la question du logement, elle est bien centrale? Est-ce que aujourd'hui, ce qui est important, c'est que je sois le mieux possible là où je suis, avec une perspective assez et durable et avec beaucoup plus de sens. Et ça, selon vous, ça n'est pas suffisamment pris en compte, mais c'est pas facile, vous l'avez précisé. C'est vraiment extrêmement difficile. Comment est-ce qu'on peut organiser quelque chose qui, par définition, est très volatile, très volatile et pas du tout... on n'a pas de référentiel, on n'a pas de groupe de personnes, mais on n'a pas du tout d'offre non plus, où on pourrait se dire, voilà, on va accepter on va rester 3 mois là. Je réfléchissais au cas qui se présente. Alors, on parlait de signaux faibles ou pas de signaux faibles, mais finalement, à force de compter ceux qui sont autour de nous dans cette situation, qui veulent pas de CDI, par exemple, c'est quelque chose pas de CDI, ça veut dire, je vais passer 6 mois dans telle ville, puis je vais voir comment je vais. Je vais aller 6 mois dans une autre. Et du coup, à chaque fois, il faut que je me remette dans un schéma ultra classique, trouver un meublé ou un logement, le meublé, déménager. Alors que finalement, est-ce que tout ça pourrait pas être un petit peu plus organisé? Et est-ce que ce qui vaut pour les jeunes pourrait pas valoir aussi? Demain, ils seront moins jeunes aussi. Et ça peut s'inscrire un petit peu dans la durée. Et je pense que c'est intéressant de le prendre en compte, quoi. Ce qui nous amène à un autre sujet, parce que ce sont aussi des gens qui déménagent, qui veulent parfois quitter les grandes villes, notamment ces jeunes ménages dont vous parlez, certains en tout cas. Ce qui nous amène à l'autre grosse question sur laquelle on voudrait vous entendre, Cécile Bouclet, ce rapport national-local, donc comment améliorer la programmation des besoins logements à l'échelon local. Vous nous avez bien dit qu'il fallait faire des différences selon les territoires, mais si on va encore un peu plus loin, je reviens peut-être sur la fameuse loi Toll, qui est assez relativement récente, là, ou la loi la climat résilience. Voilà, oui. La territorialisation, c'est de l'offre de logement. Oui. Là, en fait, on peut faire le constat avec le temps qu'on a une... Là, on a des outils quand même d'évaluation. Il y a des outils, et puis, je veux dire, à la limite, on les connaît bien. On sait que toute évaluation est toujours à peu près fausse, en réalité. Il y a plein de choses qui vont intervenir, mais en tout cas, on est capable d'obtenir des cadrages. On les décline aux différentes échelles. On a des documents de planification qui permettent de le faire. Après, là, ce qu'on peut constater comme retour, parce qu'il y a la loi climat-résilience qui vise à réduire l'impact de la construction et l'extension urbaine, du coup, on s'est remis à faire des calculs, on s'est remis du côté de l'État à refaire des calculs qui vont donner des cadrages. C'est-à-dire qu'on va peut-être faire un peu moins confiance aussi à ce qui peut émaner des territoires, parce que c'est vrai qu'il y a un biais quand on est sur un territoire, qu'on est un élu, on veut porter une perspective de croissance, parce que la croissance, c'est toujours mieux. Donc, du coup, on se dit, moi, je veux gagner des habitants. Moi, je prends toujours un exemple dans le bassin minier, dans le Nord, et puis même à l'échelle de la région, tous les territoires avaient alors que la région, dans son ensemble, était dans plutôt une décroissance, ou un tout juste équilibre, tout le monde allait prendre 0,1 ou 0,2% de croissance démographique. On sait que c'est pas la vraie vie, mais du coup, tous les comptes derrière sont faux. Là, il y a une reprise en main avec la territorialisation des objectifs logement, qui est en train de se décliner au niveau national, où on va dire la vérité. Ça va sortir d'un logiciel, ça va sortir d'un mode de calcul très sophistiqué, refait par les services de l'État. Et on va être dans une espèce de lutte, d'un ajustement, on va dire un dialogue d'experts. J'ai peur qu'en tout cas, on ait une injonction, un peu comme on l'a à l'échelle de la région Île-de-France. C'est dans la loi, la territorialisation. On fait 70 000 logements, on ne va pas re-questionner ça, puisqu'on on en est dans cet objectif-là. Et du coup, on a eu des échanges déjà. Moi, je travaille sur un PLUIH sur une communauté de communes où on a commencé on va dire à s'agripper un peu sur un taux d'évolution de la taille des ménages. Moi, je disais que j'étais partie sur une évaluation à 0,36. C'est un territoire assez raisonnable en termes d'évolution démographique. Et puis, l'État commençait à dire, maintenant, ce serait plutôt 0,33. Alors là, je dis, si on commence à rentrer dans ce genre de calcul... Ça fait une grande différence, ça, je crois pas. À la fin, ça peut faire pas loin de 5 logements par an. Oui, alors, à l'échelle d'un territoire, quand même, ça peut être important. Mais ce que je veux pointer là, c'est qu'il faut avoir un débat contradictoire, il faut un espace de dialogue. Ça va pas être comme on a appliqué la loi SRU en disant, tant que vous n'aurez pas fait les 152 logements qui résultent du calcul, ça marchera pas. Et ça, je pense que c'est quand même il faut se garder de ce genre de débat. Et j'ai un petit peu peur que la mise en œuvre de la loi
climat résilience et du zéro artificialisation nette, ça nous amène à une position un peu caricaturale et moins globalisante du sujet de l'habitat, comme un décompte seulement. Et ça, je pense qu'il faut s'en garder parce que ça nous éloigne de l'intelligence collective en réalité. Si on vous entend bien, Cécile Bouclé, vous trouvez quand même que la manière dont les acteurs publics évaluent les besoins en logement public-privé peut mieux faire? On peut le partager en tout cas. Moi, je pense qu'il faut que chacun entende les points de vue des uns et des autres. Alors, c'est vrai des politiques qui ont une ambition politique, c'est vrai de l'État, mais qui doit aussi parfois... il le fait plus ou moins, on va dire, suivant les territoires, suivant la tension aussi sur le marché. Il y a plus ou moins de souplesse. Mais c'est vrai aussi des autres acteurs. Et dans les autres acteurs, évidemment... on a les bailleurs sociaux qui sont autour de la table, plus participants, on va dire, en général, même s'ils disent pas tout, mais ils sont autour de la table et ils essayent d'être partenaires véritablement des collectivités. Mais c'est vrai aussi du parc privé, parce qu'au fond, le parc privé représente 80% de l'offre. Donc, si vous discutez pas avec tout le monde, s'il n'y a pas une prise de conscience d'un projet collectif sur un territoire, on avance moins bien et on avance parfois même pas dans la bonne direction. Je reviens un tout petit peu en arrière sur l'évaluation que vous faisiez, l'état des lieux que l'on faisait au début de notre entretien. On sait que les revenus des salariés français, c'est dit en ce moment, et puis évidemment la crise et l'inflation, augmentent plutôt moins vite que les prix des logements, c'est ça? Ou que les prix même des locations? C'est très français ça, ou ça existe ailleurs, ou ça a toujours été le cas? Je sais pas dire... Je suis pas assez expert de ces évolutions comparées mais la part relative, on l'avait déjà constaté par le passé, de la dépense des ménages pour le logement, elle a tendance à augmenter. Alors on n'a pas de résultats plus récents de l'INSEE pour pouvoir vraiment en témoigner et mesurer. Oui. Et puis là, il faudrait le faire à l'instant T, parce qu'en fait, c'est vraiment depuis 1 an, ou en tout cas 6 mois, que les choses se renforcent très nettement. On n'a peut-être pas les chiffres très récents là. Non, alors de la mesure, oui. c'est ça. De l'inflation et du coup moyen des logements. Mais ce qui est clair, c'est qu'on est quand même dans une tension qui est là en train de se renforcer. Et par le passé, ça date de quand ça? Je veux dire, est-ce qu'il y a eu une période en réalité, j'avais regardé sur une période de 2008, je crois que la dernière enquête logement, c'était 2008-2013, et on avait pris 2 points de plus en fait sur la part du budget des ménages. Donc quand on était à 18,2, donc je pense qu'aujourd'hui, une augmentation en moyenne, constante, en fait, ce qu'on peut se dire depuis quelques années. C'est ça, il y a une part relative qui est importante. Ouais. Probablement pas. Il n'a probablement pas arrangé depuis ces derniers mois. Il y a des chances que ce soit, un peu gâté. Alors, restons encore sur ce national local. Donc, l'État reprend beaucoup la main sur la programmation de votre point de vue. En tout cas, il y a une vigilance. En tout cas, les crédits sont quand même toujours déployés, même s'il y a des discussions au niveau national avec les organismes HLM, mais ils sont toujours déployés comme ça. Et puis, la politique de l'habitat... les politiques locales, elles doivent composer avec des orientations de politique nationale, le logement HLM, le livret A, l'amélioration de l'habitat qui est quand même un énorme volet aujourd'hui. On n'a jamais dépensé tant d'argent avec l'ANA. On a eu l'ANRU qui a quand même aussi déployé énormément de moyens. La politique d'accession à la propriété au travers du PTZ, ça descend aussi c'est donc on doit composer avec un régime national, avec des zonages plus ou moins adaptés, souvent contestés au niveau local, et puis les régimes de défiscalisation qui se succèdent maintenant de longue date pour essayer de produire un peu de locatif privé. Et tout ça, c'est quand même le point de départ et c'est l'armature. Et après, du coup, du point de vue des politiques locales, les marges de manœuvre, au fond, elles sont pas très importantes. On va aller un petit peu aider davantage peut-être certains organismes HLM quand on voudra faire, par exemple, de l'acquisition-amélioration. On pourra avoir des mesures d'accession dans l'ancien. On pourra contribuer ou augmenter l'intervention de l'ANA parce qu'on aura fait un dispositif local. Mais on s'aperçoit que finalement, les moyens qu'on consacre aux politiques de l'habitat, en plus de ça, en fait, c'est assez marginal ce qu'on peut faire au niveau local. Alors peut-être que finalement, on est
on est peut-être un peu moins motivé. On est toujours dans cet effort de pédagogie et les moyens qu'on consacre à l'habitat, moi je suis toujours étonnée, alors que c'est une préoccupation majeure. Oui, j'allais dire, voilà, c'est paradoxal. C'est paradoxal. Et parce au fond, des budgets sur tous les territoires, ça reste une des préoccupations c'est majeures. Toujours très important, mais c'est plus important en termes de construction, en termes de droit à bâtir, qu'en termes de maîtrise de sa politique de l'habitat. Alors, il y a des territoires qui sont très en avance, qu'on connaît bien, notamment les Bretons. Mais au fond, on consacre peu de moyens d'ingénierie. Les équipes sont pas pléthoriques. On a des sujets à traiter qui sont tellement énormes qu'on a quand même des toutes petites équipes. On n'a pas toujours un portage politique important. Et puis le budget... Ouais, quand même, à chaque fois, c'est le petit budget de la communauté qui a bien sûr des tonnes d'autres choses à traiter. Bien sûr. Mais le budget reste quand même toujours assez petit. Donc du coup, on pèse peu. Une autre loi que vous avez vu passer, observer vous aussi, je ne sais pas ce que vous allez nous en dire, mais cette création donc de l'autorité organisatrice de l'habitat, ce projet, c'est la loi 3DS qui le porte. C'est une réponse qui peut être suffisante selon vous pour réguler les politiques de l'habitat, parce que je pense que vous allez nous dire que ça va dépendre des régions et elles n'y ont pas tout accès. C'est-à-dire que pour l'instant, en fait, les critères qui ont été mis pour qu'ils se déploient sont très contraignants. Ils sont quand même importants. On pourrait imaginer qu'il y en ait davantage, mais par exemple, je ne sais pas comment la métropole du Grand Paris, pour être autorité organisatrice, il faudrait avoir un PLH, ce qui est extrêmement compliqué de faire pour la métropole. Il faudrait avoir un règlement des attributions métropolitain. Donc en réalité, il y a un certain nombre de territoires qui sont déjà les plus en avance sur la Bretagne, maîtrise. vous en avez parlé. Rennes et Brest, déjà, qui ont commencé. Il n'y en a que 6, sinon, qui peuvent le faire. Et puis ensuite, ça va... On me rappelle, il y en a 6 actuellement Il y en a 6 qui pourraient remplir les critères. Et il y en a 2, à ma connaissance, qui sont déjà autorités organisatrices. Après, ce que ça ouvre comme champ, ça serait intéressant de les questionner pour voir si elles y voyaient, bien sûr, l'affirmation de l'expression de leurs compétences. Une compétence qu'elles exercent déjà. Mais maintenant, en réalité, il s'agit de dire on va travailler sur les attributions, on va signer des conventions d'utilité sociale. En réalité, on devait les signer déjà. Il y a un sujet qui est assez sensible, c'est une modulation du régime de défiscalisation pour la promotion privée, pour l'orienter sur les territoires dont on estime dont on a le plus besoin, on va dire, de ces logements-là. Après, pour moi, ça révolutionne pas la planète. Ça confirme, peut-être que ça amplifie le niveau de compétence. Mais il faudrait des critères plus souples, selon vous ? Moi, je pense qu'il faut... j'avais envie de parler d'une expérience, en fait, sur l'histoire de la territorialisation des logements et de la singularité, de la prise en compte de la singularité des territoires. Je pense que j'ai une expérience qui m'a vraiment beaucoup intéressée l'an passé. J'ai travaillé pour le département de la Drôme, qui est délégataire des aides à la pierre, qui avait un régime d'aide. Il y consacrait à peu près 5 millions par an. À l'échelle d'un prix logement, c'est pas forcément énorme, mais ils avaient un budget constant, important, de soutien à son organisme HLM et d'intervention auprès des EPCI. Alors, plutôt des communes, mais enfin, il y avait besoin d'une structuration de leurs objectifs. Ils avaient plein de mesures, il y avait une trentaine de mesures différentes, donc c'était compliqué. Et l'objectif des élus, c'était de dire, on aimerait bien territorialiser une partie des aides. Donc, alors, quelles aides ? En fait, on a eu une démarche de concertation très aboutie avec les EPCI, plus ou moins dotés de politique de l'habitat. Et on a conclu qu'il y avait une partie d'aides qui était socle pour aider à la production de logements locatifs, en particulier des locatifs vraiment sociaux, puisqu'on est quand même dans un département, donc il est responsable aussi de ses publics, travailler sur l'adaptation des logements pour les personnes âgées. Donc on avait un socle avec 2 millions qui restaient à ce niveau-là. Et puis on a fait un travail de territorialisation avec chaque EPCI pour dire, c'était une manière de prioriser la ressource. C'est-à-dire que vous représentez à peu près tant d'habitants. Donc, ça veut dire que vous allez avoir, de la part du département, un budget 2.
Alors on dira toujours que c'est pas assez, mais au fond, on leur a demandé, voilà, vous avez le choix entre 20 mesures, qu'est-ce qui est prioritaire pour vous? Est-ce que c'est de faire de l'acquisition-amélioration dans l'ancien? Est-ce que c'est de faire du logement locatif social plus normal, et à ce moment-là, on peut vous aider? Est-ce que c'est de créer des structures pour le logement des personnes âgées? Est-ce que c'est les jeunes? Est-ce que c'est l'amélio? Et du coup, ce dialogue-là qui a été institué, bon, alors ça prend du temps, ça nécessite des moyens d'ingénierie, il faut le décider aussi politiquement. Mais j'ai trouvé que c'était hyper intéressant parce que justement, chaque territoire allait pouvoir déployer et avoir des outils et des financements qui allaient aller dans ce sens. C'était clair pour l'ensemble des acteurs. Il y a un choix politique qui est fait, mais au fond, on va plus loin et on adapte bien la réponse en logement qu'on souhaite faire au territoire. Et on aimerait que ça se fasse un petit peu à toutes les échelles plutôt que la politique se déroule de manière univoque sur le territoire. Et on sait qu'on a des contrastes tellement saisissants. Quand on est dans un territoire détendu, on a aussi des besoins de logement, on a besoin de renouveler certains vieux logements. C'est pas la double peine, on va pas avoir... on est déjà détendu, mais en plus, on va occuper que des vieux logements qu'on n'aura pas aidés. Alors, c'est pas comme ça que ça se passe, mais on a besoin, chaque territoire, avec ses spécificités, peut dérouler une politique de l'habitat. Ouais. Une autre mesure assez récente, vous l'avez évoqué très rapidement, Cécile Bouclé, mais j'aimerais qu'on y revienne. Et là aussi, vous avez quelques réserves, même si on peut l'approuver en termes écologiques, hein, ça rentre dans la loi climat résilience. C'est donc cette fameuse actualité autour de zéro artificialisation nette qui fait beaucoup parler, et pour cause. Hein. Donc on y revient rapidement, et vous nous dites pourquoi vous émettez des réserves, même si des réserves, on peut s'en féliciter sur le fond, le principe, bien sûr. On devrait moins consommer d'espace, et c'est très important d'un point de vue écologique. Si on raisonne aussi, on a dit qu'on avait de plus en plus de petits ménages qui vieillissent, donc la consommation outrancière de foncier pour aller construire son pavillon individuel, ça n'est pas forcément la priorité aujourd'hui. On en a beaucoup en fait, des pavillons, de l'habitat individuel, et on peut racheter de l'ancien. Donc sur le fond, le zéro artificialisation nette, c'est plutôt je pense que c'est un bon objectif. Maintenant, qu'est-ce que ça va provoquer? C'est-à-dire qu'on est en train de parler de crise, mais alors je pense que là, ce qui va se passer en réalité, si les choses s'appliquent comme elles sont prévues, c'est-à-dire que on va réduire de 50% à horizon 2035 et encore, enfin dans 2 décennies, on va dire, on consommera plus de nouveaux espaces. Ça veut dire qu'il va falloir construire dans des espaces déjà urbanisés, qu'il va falloir démolir avant de reconstruire, aller chercher des terrains qui, de fait, risquent d'être un peu plus chers si on n'a pas de politique foncière qui fonctionne. Et donc, on va avoir une reconcentration, on va dire, qui interpelle déjà les acteurs. Bailleurs sociaux, ça fait longtemps qu'on demande ou qu'on les inscrit dans cette dynamique de renouvellement. J'ai entendu dans un territoire pas francilien, mais juste à côté, un lotisseur qui s'est dit je vais plus avoir de marché, moi. Je vais monter une filiale pour aller faire de la recherche de terrain en tissu urbain constitué pour pouvoir continuer d'alimenter mon activité. Et oui, sinon je peux plus le faire chez moi. Mais on a un gros risque quand même sur les prix. Finalement, si on regarde la construction, on a quand même encore beaucoup de constructions individuelles, même si les métropoles font relativiser ça. Beaucoup de constructions individuelles, et donc c'est cette raréfaction finalement de cette offre-là qui continue de constituer quand même le désir profond de beaucoup de Français, surtout après une crise Covid. Ça veut dire qu'on va décourager l'accession à la propriété? Ça veut dire que ça va pas être possible. Ça ne sera plus possible, tout simplement. Enfin, là, on est à la veille oui, c'est la veille ou l'avant-veille. Mais en tout cas, ça va avoir un impact important. Donc, qu'est-ce que ça va provoquer? Ça va être un report soit sur l'ancien, soit aussi sur le locatif, parce qu'en fait, sur le locatif abordable, alors évidemment, tout de suite, on pense au monde HLM qui a une grande place à prendre, c'est-à-dire que le référentiel à 20%, le référentiel moyen qu'on a en tête de 20% de logements locatifs sociaux, risque d'être bien inférieur, bien insuffisant pour répondre aux besoins. On risque quand même d'avoir, à mon sens, une augmentation significative de la demande. Comment faire autrement, Cécile Bouclé? Je ne demande pas à vous de trouver toute la solution, mais je sens vos réserves sur des mesures aussi contraignantes que le ZAN. Il faut se préparer à... Est-ce qu'on ne l'a pas assez anticipé? Maintenant qu'on est devant, qu'est-ce qu'il faut faire? Ça fait longtemps qu'on le dit. Ça fait 20 ans qu'on préconise une plus grande densification, qu'il faut intervenir dans les tissus urbains, arrêter le mitage. Mais en fait, c'est plus cher.
reconstruire le nombre de fois où on a finalement des tissus anciens, des bâtis vacants. Il faudrait quand même un petit peu assouplir ça. On a des postures quand même sur la préservation du patrimoine qui vont quand même à l'encontre aussi de la réponse aux besoins en logement des personnes. Alors, je suis pas contre la préservation du patrimoine, mais je pense que parfois, on pourrait aussi accepter la modernisation. Dans des centres anciens, tout n'est pas incroyablement intéressant. Et du coup, préparer ce terrain-là, mais ça coûtera de toute manière plus cher. On le sait bien quand on commence à mettre des mesures en place pour l'acquisition-amélioration. Et ça fait à chaque fois, les bailleurs se manifestent pour dire on a besoin d'être plus aidés. Oui, j'allais le dire, ça va beaucoup peser sur le logement social, plus que sur les autres. Non, ça pèsera aussi sur les autres. Monde, hein, ça pèsera sur tout le monde. Ce qu'on peut espérer, c'est que sur le bâti ancien, dès lors qu'on va commencer à évaluer les coûts de travaux sur de l'ancien, ça peut faire un peu baisser les prix. Bon, ça pourrait être le cas. Moi, j'irais sur le... On a une problématique de vacances sur tous les centres anciens. Je dirais qu'à un moment, la vacance, quand ça fait 5 ans, 6 ans, 7 ans, 10 ans, à un moment, il faut intervenir. Il faut sous-évaluer, enfin, il faut donner une valeur réelle, finalement, au bien et pas considérer que c'est la même valeur que la valeur du marché, parce que finalement, un logement vide pendant 10 ans, il devrait être décoté. Le service des domaines devrait dire à un moment, non, ça vaut pas 100, ça vaut plus que 50. Attention, si vous allez plus loin, ça vaudra plus que 40. Et à un moment, il y a des bâtis qui devraient valoir rien. Déjà, le coût de la démolition, ça serait le coût du foncier. Donc, il faudrait peut-être un petit peu redynamiser ça, mais de toute manière, ça coûtera plus cher. Donc, ça veut dire qu'on va avoir des prix plus élevés et on va avoir besoin de réguler davantage. Autant de sources d'inquiétude quand on disait toutes ces réactions qu'on entend aujourd'hui. Encore le 23 mai, c'était Marcel Rougemont, président des OPH, qui parle des dépenses de l'État. Est-ce que le logement social reste une priorité pour l'État? On a le sentiment que les dépenses... Alors, il citait même des chiffres, je vous les rapporte, mais vous devez les connaître. En 2016, 42 milliards de dépenses de l'État. En 2021, seulement 35. Recettes fiscales, logement par l'État, 68 milliards en 2016, 88 en 2021. Président Rougemont qui sortait ces chiffres-là très récemment, c'était encore dans le monde d'ailleurs. Vision macro à l'échelle. Oui, mais ça relaie bien toutes ces inquiétudes et cette affaire dont vous parlez à l'instant. C'est ça. Est-ce que ce sont les moyens finalement et aussi l'orientation, parce qu'on a une... Mais ça reste quand même une priorité pour l'État, le logement social, ou est-ce que vous êtes aussi sévère que ce qui est dit là? Moi je dirais que de toute manière... Ça fait à peu près 30 ans qu'on dit qu'il n'y a jamais assez d'argent pour accompagner les politiques de l'habitat. Et c'est vrai qu'on a besoin quand même de beaucoup de moyens et que ce qui nous attend, ça va coûter encore plus cher. Après, je pense que on peut peut-être un petit peu se détendre, mais sur les quantités et se concentrer aussi sur les réponses qu'on va être amené à faire. Alors, on a parlé des publics. Ouais. Pardon, je vous interromps, mais c'est vraiment un chapitre important par lequel on va conclure notre entretien. Quelles seraient les propositions pour, parlons carrément de renouveler les politiques de l'habitat? Qu'est-ce que vous mettriez en premier, et pour sortir de cette crise permanente que vous signaliez au début, puisque vous l'observez depuis longtemps? Je ne sais pas si quand je prendrai ma retraite, il y aura pas encore une crise. Est-ce qu'on parlera encore de crise? Mais est-ce qu'on peut ébaucher quelques pistes sur ce besoin de... Vous parlez d'un besoin de renouvellement, on l'a bien entendu. Un peu de renouvellement, et puis je pense de re-questionner quand même un petit peu, parce que finalement, on est un peu toujours dans les mêmes discours ou les mêmes messages. Je pense que le niveau de dialogue territorial, il doit être... l'espace, on a toujours parlé d'espace de dialogue le plus intelligent possible. À chaque fois qu'on arrive, qu'on réussit à mettre ça en place sur les territoires, on progresse. En prenant en compte, vous l'avez bien précisé, l'ensemble. Et surtout la singularité des territoires. C'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, à chaque fois, à chaque territoire, on a un landerneau d'acteurs. Voilà. Ça, c'est une réalité. On a plus ou moins de bailleurs sociaux, plus ou moins de promoteurs, des fois pas, des fois oui, plus ou moins d'agents immobiliers, plus ou moins de... Et en fait, à chaque fois, il faut réadapter. Faut pas avoir peur de cette complexité. Je pense que... Oui, c'est votre exemple de la Drôme, c'est-à-dire bien savoir comment on décline les moyens dont on dispose. C'est ça. C'est pas les mêmes partout. Il faut faire atterrir. On a plus ou moins des besoins différents.
Ça, c'est un point important, évidemment. Moi, je pense que c'est vraiment... je pense vraiment à que cette intelligence collective, elle peut nous amener à des meilleures réponses. Moderniser les centres anciens, vous le mettez aussi dans vos priorités. Ça, c'est quand même absolument... On va être obligé... De fait, on va regarder peut-être un peu différemment les opportunités foncières que jusqu'à là, on a oublié, alors que... Enfin, on a oublié. Il y en a une partie qui sont à l'abandon. On a vu toute cette construction qui a été autorisée au fil des ans, qui a quand même complètement creusé les centres-villes. Donc maintenant, on se demande comment on va les réoccuper. Et les réoccuper en l'état, c'est pas possible. Donc je pense qu'il faut avoir une vision vraiment modernisée, pas avoir peur du changement dans les centres-villes et pas vouloir faire quelque chose qui est anti-économique. C'est-à-dire que c'est pas un hasard si les opérateurs privés ou sociaux vont pas aller rénover des bâtis pour lesquels ils vont payer 3 fois plus alors qu'ils ont une contrainte, 3 fois plus de coût global alors qu'ils ont une contrainte de loyer à la sortie. Donc ça, je pense que c'est vraiment hyper important mais il faut travailler sur ce centre ancien. On a plein d'opportunités en fait. À chaque fois qu'on fait un décompte des opportunités foncières, à chaque fois on s'aperçoit qu'on a de la place et de la disponibilité. Et puis, il faut prendre en compte aussi la réalité des ménages, qui sont des petits ménages, qui sont des ménages plus agiles, et se dire que les élus partout en France, ce qu'ils veulent, c'est la famille, avec les 2 enfants qui vont aller à l'école tous les 2. Et si possible, s'ils pouvaient ne pas vieillir, ça nous maintiendrait les effectifs scolaires, ce serait parfait. Mais en réalité, ce ménage-là, il est de moins en moins courant. Ce ménage-là, il a, sur le marché de l'habitat, déjà la réponse. Par contre, ce qui manque, c'est des logements plus petits pour des ménages qui vieillissent. Alors, quand on vieillit, on va pas se cantonner à une pièce. D'ailleurs, le monde HLM fait bien cette différence et produit des logements de qualité par rapport à ça. Mais on a besoin de logements qui soient peut-être plus agiles, c'est-à-dire qu'entre le système HLM aujourd'hui et le parc privé 100%, ce qu'on a évoqué tout à l'heure avec notamment ces jeunes plus agiles, plus mobiles, avec un autre regard sur la valeur logement. Ouais. D'autres façons d'habiter au fond. Oui, aussi. De vivre dans ville ou en ville ou même dehors. À la campagne. Voilà, c'est d'autres modes d'habiter. Est-ce que tout ça ferait partie de l'après-Covid, je veux dire, est-ce qu'on tire les enseignements de cette crise Covid dans laquelle on peut mettre aussi tout ce qui s'en est suivi, c'est-à-dire le télétravail, la mobilité, tout ce dont vous parliez. Je pense c'est plus insidieux. À tirer ces enseignements. Parce qu'en fait, au début, c'était très compliqué. On s'est vite questionné. Oh là là, mais alors, qu'est-ce qui est en train de se passer? Tout le monde quitte les métropoles. Bon, après, il y a un certain nombre de chercheurs qui ont fait des études sur des statistiques qui ont montré que, en réalité, il n'y avait pas tant de changements. Enfin, il n'y avait pas eu tant de mouvements que ça. Il y avait un petit mouvement autour des métropoles qui ont reconduit à l'acquisition de résidences secondaires pour avoir des espaces de vie plus agréables. Donc, on a eu cette tentation-là. Mais quand il y a eu un regard sur les effectifs scolaires, est-ce qu'ils avaient beaucoup bougé ou quoi? Non. Ça n'a pas créé ça. Par contre, finalement, les impacts sont peut-être plus sur la manière dont on vit son logement, son travail, son parcours de vie. Et là, il y a des choses il y a des petites graines qui ont été semées et qui sont peut-être en train de bouleverser davantage. Quelques bonnes idées à prendre, peut-être, à accompagner en tout cas. Accompagner, c'est-à-dire que les mouvements, ça vaudrait le coup, sans doute, peut-être de se mettre à avoir un regard plus comme, encore une fois, le logement comme un service. La première fois que j'avais entendu ça, je trouvais quand même le logement, c'est important d'avoir un toit sur la tête. Et au fond, je me demande s'il n'y a pas quand même aussi une place pour organiser ces c'est une notion mobilités. Intéressante, le logement comme un service. C'est ça. Alors, c'est pas comme de louer une voiture, mais... non, c'est une bonne base de réflexion, finalement, en tout cas. C'est peut-être... Et donc, si on resserre un peu sur les bailleurs, évidemment, on est en train de parler d'eux, là, dans tout ce que vous souhaitez, les messages les plus importants, donc c'est prendre en compte ces évolutions des besoins. Voilà. Davantage, c'est-à-dire davantage coller aux besoins des enfants. Et puis compléter l'offre, parce que la construction neuve... Être plus aménageur peut-être. Un peu plus aménageur, en anticipation. Oui, et il y en a un certain nombre qui déjà font cet exercice de produire à la fois du locatif, mais aussi de l'accession et de se mettre en situation d'aménageur. C'est variable suivant un peu l'histoire et puis les besoins du territoire.
être un peu plus, davantage raisonner sur la complémentarité de l'offre par rapport à l'existant. On a vu quand même souvent des productions encore assez classiques de programmes qui finalement viennent en concurrence avec des programmes plus anciens. Bon, ils le savent, c'est quand même embêtant de perdre de la ressource en créant une nouvelle ressource. Donc il faut que chaque morceau du parc joue son rôle, et le parc ancien, il a un rôle important à jouer dans les possibilités de réponse aux besoins en logement. Je pense qu'il y a quand même le champ de l'accession maîtrisée, sociale. Alors on a eu quand même tout un mouvement, c'est encore un vaste pan, mais beaucoup d'organismes sont devenus office foncier solidaire pour développer du bail réel solidaire dans les secteurs tendus plutôt, oui. Mais en tout cas c'est une place, on voit bien qu'il y a finalement une place à prendre aussi plus importante aux côtés de ce qui s'est produit, de ce que le marché privé a conduit à faire, avec des prix qui sont par trop déconnectés. Donc les actifs d'un territoire ne peuvent plus se loger. Le dialogue justement avec la sphère privée vous paraît à la hauteur actuellement? Enfin, est-ce qu'il faudrait davantage d'échanges encore? En fait, on est encore un peu, peut-être qu'on... Parce qu'on voit que les croisements sont multiples. Mais... Les croisements sont multiples. Mais c'est quand même cloisonné de votre... C'est parfois cloisonné, en fait, ça dépend des catégories d'acteurs. Je pense qu'en réalité, il y a du dialogue. Je disais tout à l'heure que dans les secteurs tendus, en fait, l'essentiel de l'offre est produit en VFA. C'est bien qu'il y a un dialogue avec la promotion privée. Elle est plus ou moins organisée ou régulée. En fait, ce que je pense aussi, c'est que chacun doit tenir sa place. Mais c'est l'État qui fait, les questions de mixité, sujets, alors qui se reproduisent, mais qui se déploient de manière un peu systématique, en tout cas dès lors qu'il y a des règles. Mais les règles qui les donnent sont quand même les collectivités. Donc on revient quand même à celui qui impulse une vision et une politique de l'habitat dans le respect des règles nationales, mais quand même dans un esprit de dialogue plus incarné sur le territoire. Et au fond, Cécile Bouclet, de cet espace de dialogue social que vous réclamez, au fond, vous trouvez bien, on se dit quand même qu'il existe beaucoup de productions, de documents, d'études, d'instruments de programmation, tout ça, ça suffit pas, c'est inutile ou ça pourrait être fait autrement? Je pense qu'à un moment, il faut atterrir. Parce que quand on a... Ça vole un peu trop haut, vous voulez dire? On peut avoir... Vous avez cité un certain nombre de chiffres au niveau national. Moi, j'ai même pas en tête, finalement, ces ordres de grandeur, les millions qu'on dépense, ça ne parle etc. pas beaucoup, finalement, vous trouvez? Mais quand on est dans une communauté de communes et qu'on essaie de déployer une politique de l'habitat et qu'on essaye de faire venir un promoteur, non, chez vous, ça va pas marcher. Ou que le bailleur social, il dit, je suis pas sûr de louer pendant 40 ans et qu'il faut pouvoir se réinventer à chaque fois. Je me dis que c'est à ce moment-là en fait qu'on peut construire et nourrir un échange plus global, territorial, et qui croise aussi les autres enjeux d'aménagement du territoire. Parce que en parlant du ZAN, zéro artificialisation nette, on parle aussi beaucoup d'aménagement du territoire, et l'habitat, c'est vraiment à la croisée. Alors, il y a des crises peut-être, mais aussi des besoins des ménages, la démographie, les profils, les aspirations des gens, l'aménagement du territoire, comment je vis sur un territoire, je me récrée, je vais commercer, comment est-ce que tout ça finalement s'organise, et dans un équilibre qu'à la fin, alors bon courage pour l'État, mais on arrive à avoir une vision d'aménagement du territoire, ce mouvement vers l'ouest dont on a parlé. Finalement, on est en train de le regarder, on voit le truc se passer. On voit le truc se faire. Mais à quel moment, en fait, on va commencer à se dire « ça devient trop cher » ou il se passe des choses ailleurs dans le territoire métropolitain. Alors, il y a des politiques qui sont déployées, on manque pas d'éléments, mais au fond, la régulation, elle doit se faire à toutes les échelles, et elle doit aussi commencer à l'échelle la plus locale, dans un cadre global, mais à l'échelle la plus locale pour vraiment pouvoir répondre aux besoins de logement. Selon vous, on va conclure là-dessus, les bailleurs sociaux sont suffisamment consultés par les pouvoirs publics sur toutes ces questions que vous évoquez? Ou est-ce que, parce qu'on connaît ce rôle de laboratoire qui leur est souvent attribué et d'expérience, on a parlé ici même de ce qui se faisait auprès des jeunes ou auprès des personnes âgées, la manière de les loger différemment, est-ce qu'on pourrait davantage les écouter dans toutes ces expériences qui sont faites?
Je pense qu'on pourrait sans doute... Ou est-ce que même devrait peut-être davantage c'est-à-dire que les faire parfois... valoir, je sais pas. Oui, de toute manière, on le sait bien, le côté laboratoire, je pense que notamment sur la remobilisation des centres-villes, à chaque fois, on peut trouver un exemple et des bons exemples. Mais si c'est qu'un exemple isolé, ça ne sert pas à grand-chose, donc on a besoin de l'étoffer. Les bailleurs sociaux, parfois, ils sont espérés aussi, parce qu'on les attend et il y a toute une série de contraintes qui font qu'ils hésitent à se positionner ou à venir. Donc, en fait, moi, j'aurais tendance à dire qu'il faut élargir leur champ, sans doute, d'intervention, peut-être leur faire confiance sur d'autres choses, qu'ils fassent la démonstration aussi, parfois qu'ils peuvent tenir d'autres rôles, mais on peut dire qu'ils sont consultés parce que c'est en tout cas des acteurs sur lesquels on peut s'appuyer. Après, la capacité de répondre, elle n'est pas nationalement, on pourrait dire que oui, mais ça n'est pas toujours le cas dans les différents territoires. Que faites-vous actuellement en Corse pour partir de votre actualité ? J'essaye de définir une stratégie de l'habitat pour un secteur extrêmement soumis à pression, qui est le secteur de Porto Vecchio. Donc là, je m'insère dans un dispositif de SCOT. Donc un SCOT qui définit une planification supérieure avant de faire des documents d'urbanisme qui sont aujourd'hui tous en berne. Et là-dedans, on essaye de voir de quelle manière on va répondre aux besoins du territoire, sachant que 70% de la production est captée pour de la résidence secondaire. Donc on a des prix qui sont totalement déconnectés. Donc des logements assez peu habités. Assez peu habités à l'année, alors que c'est un territoire, il y a 20 000 habitants. Déséquilibre. Et du coup, des gros déséquilibres. Donc, il faut essayer de peser. Et il n'y a pas meilleure solution quand même que de maîtriser le foncier, le travail avec des opérateurs sociaux pour produire du locatif, même si la notion de locatif social est toujours un peu floue, en tout cas en Corse, ou du logement abordable, en tout cas, c'est ce qui est nécessaire de faire sur ce territoire. Eh bien, c'est ce qu'on retient en tout cas de tous vos avis et conseils, vos messages. Donc, prendre en compte les évolutions des besoins sur le plan démographique, social. Là, on a bien suivi ça. Et puis, peut-être se positionner davantage du point de vue des bailleurs comme aménageurs des territoires, parce qu'ils ont beaucoup à dire. Et cette question, c'est ce terme que je retiens quand même, le logement comme un service. Et un beau sujet de réflexion. C'est un beau sujet de réflexion. Que vous nous proposez. Ouais. Merci infiniment, Cécile Bouclé, urbaniste. Plaisir. Donc, on retrouvera tous ces propos en replay. Je le dis pour ceux qui nous écoutent. Merci à tous. Prochain rendez-vous pour les Paroles Libres, ce sera le 5 juillet avec Christophe Berrion et on parlera des sociétés de coordination HLM. Et pour vous qui nous écoutez, j'ajoute aussi, n'hésitez pas surtout à faire connaître cette émission Paroles Libres avec vos questions et vos commentaires, si vous le souhaitez, sur notre site, où l'on retrouve bien sûr l'ensemble de tous les entretiens de Paroles Libres en replay, comme d'ailleurs ce sera le cas pour Madame Bouclé. Merci encore et bonsoir à tous.